Merci surtout de m'avoir invité à parler à la Ligue des droits de l'homme, qui est pour moi une institution qui est effectivement chère à mon cœur. Mais un petit peu naïvement, je m'étais dit droits de l'homme, donc je vais parler de droit. Parce que faut quand même que je vous précise un petit peu ce qu'est ASUD, donc l'association que je dirige depuis une vingtaine d'années. C'est une association de drogués, en vrai. Bon, voilà, on ne dit pas comme ça parce qu'on vient de vous expliquer que les drogues, c'est illégal, donc théoriquement, l'association de drogués devrait être illégale. Mais dans les faits, on défend les intérêts des gens qui sont consommateurs, donc usagers de drogue, ou pris en charge par le système de soins pour des questions d'addiction. Et cette association est financée par l'État. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais là j'ai besoin du PowerPoint, là je suis désolé. Donc elle est financée par l'État, et elle est financée par l'État depuis l'origine. C'est une création de l'État français. Bon. Pourquoi? Parce qu'on a eu une épidémie de sida catastrophique, et cette épidémie de sida était due en fait à une mesure de répression, puisque on n'attrape pas le sida en consommant de drogue, on attrape le sida en utilisant des seringues contaminées qui sont utilisées par d'autres avec une transmission. Et il y a eu un décret, donc après la loi 70, en 1972, qui a spécifiquement interdit de vendre des seringues aux toxicomanes. L'épidémie de sida chez les usagers de drogue, elle vient de là. Et pas d'ailleurs. Dans les pays où les seringues étaient accessibles, il n'y a pas eu de sida parmi les usagers de drogue. Ou pratiquement pas. Donc on est dans un espèce de secret, qui est que, en fait, depuis très longtemps, on sait que la répression ne fonctionne pas, mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est la raison pour laquelle elle est maintenue dans notre pays depuis si longtemps. Et je pense, hélas, que contrairement à ce qu'on pense généralement, et ce que précise l'ensemble de la journée aujourd'hui, les questions sanitaires, curieusement, n'aident pas forcément à changer de paradigme. C'est-à-dire que disons que la commisération, l'empathie qu'on peut avoir pour des malades, hélas, ne fonctionne pas en matière de drogue. Et c'est là que je voudrais essayer de vous présenter un document sonore là, que j'ai enregistré, qui concerne mon association et la manière dont on a à débattre avec les gens qui sont fondamentalement les partisans de la prohibition des drogues. Et puis, comme tous les jours, aux alentours de 13h10, mesdames, messieurs, notre petit rendez-vous d'une minute avec les gentils contribuables français. RMC, les Français sont sympas. Sans le savoir, ils offrent des subventions tous les jours. Merci les contribuables, merci les Français. Aujourd'hui, mesdames, messieurs les contribuables, c'est une association qui vous remercie, une association ultra subventionnée, ASUD, A-S-U-D, qui a fêté le 50e numéro de son journal en testant, mesdames et messieurs, 50 drogues. Formidable, non? Alors, eh bien, on a testé dans les locaux de différentes associations, Amis, Techno, Act Up, Gaïa. On a donc testé, eh bien, le cannabis, on a testé pour les consommateurs les champignons hallucinogènes, on a testé la cocaïne, on a testé l'héroïne, le GHB, vous savez, la drogue du violeur, la kétamine, le LSD, la méthadone, le Subutex, et tout ça pour vous proposer une espèce de shopping, quoi, pour que vous sachiez, vous, amis lecteurs, quelles sont les drogues les plus intéressantes, quels sont les différents effets, etc. Voilà, tout ça grâce à l'argent des contribuables français. Alors, ASUD, eh bien, a perçu 230 000 € de subventions publiques. C'est le dernier chiffre que nous connaissions. De l'argent qui vient de la Direction Générale de la Santé, c'est vous, hein. De l'Institut de Prévention et d'Éducation pour la Santé, c'est vous toujours. De la Direction Régionale Francilienne des Affaires Sanitaires et Sociales, c'est vous. Du Conseil Régional d'Île-de-France, c'est encore vous. Donc, bravo pour cette générosité qui permet maintenant, eh bien, de tester les drogues, quoi. Un peu comme si on testait des pâtés de campagne, hein. Et qu'est-ce qu'ils en font, le fric? Qu'est-ce qu'ils en font, le fric? Je vais vous le dire, moi. Ils le dépensent. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Bon, voilà. Donc, vous voyez bien que cet argument de la santé, là, ah oui, précision quand même, hein, il s'agit de RMC, c'est une campagne de 2015, c'était donc il y a 2 ans.
Donc on n'est pas du tout aux origines de la réduction des risques, à un moment où le débat sur les activités de mon association et des associations qui sont citées n'était pas connu. Ces associations existent depuis 20 ans. Non. Ce qu'on a à gérer en fait dans ce débat, c'est bien cette question morale, essentiellement la question morale, à savoir est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal de se droguer. Et je voudrais partager avec vous le fait que c'est très compliqué de sortir de ce schéma. L'ensemble des gens qui défendent la réduction des risques, c'est-à-dire le secteur dans lequel nous avons grandi, ont toujours pensé qu'on pouvait échapper à ce dilemme, en disant nous avons des arguments de poids, des arguments rationnels qui expliquent, et on peut les distiller pendant des lustres, qui expliquent que la répression est toxique sur le plan de la prise en charge des violences. C'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, madame, en gros. Eh bien, 20 ans après, on se retrouve avec ce type de campagnes qui sont récurrentes, y compris autour de la salle de consommation à risque réduit de Paris, avec des riverains qui prennent toujours le discours du point de vue, encore une fois, des entrepreneurs de morale. C'est quelque chose qui est bien connu. C'est des gens qui existent aussi dans les débats sur l'immigration, c'est des gens qu'on a entendus dans les débats sur le mariage pour tous. Le problème de la drogue, c'est que autant l'identification arrive à se faire avec les gays, par exemple, ou maintenant, à force de campagne d'identification, encore une fois, le public finit par comprendre que, ah oui, on peut être gay et être maire de Paris, on peut avoir des enfants qui sont gays, et donc ça débouche sur un changement de politique. Pour la drogue, le schéma ne fonctionne absolument pas. Diapo suivante, s'il vous plaît. On a été, à mon avis, dans une illusion de la rationalité. Encore une fois, les rapports s'entassent qui montrent le caractère délétère de la loi 70. Et encore une fois, 20 ans après, ce sont ces entrepreneurs de morale qui gagnent. Pourquoi? Alors, diapo suivante. On a affaire aussi maintenant à ce qu'on appelle l'addictologie, donc qui vient des Américains. C'est la Bible des psychiatres américains, ça s'appelle le DSM, en langage abrévié, et on est dans l'idée que l'usage de drogue devient addiction, et donc maladie chronique récidivante. À savoir que dans ce schéma-là, il n'y a plus d'usage simple, il n'y a plus d'usage récréatif, il n'y a que de la maladie. Avec le rôle de médicaments, par exemple les médicaments de substitution, qui sont souvent conseillés dans les rapports spécialisés pour être prescrits à vie. Il n'y a aucune étude à l'heure actuelle qui s'engage pour savoir combien de personnes qui sont en traitement de substitution, il y en a 160 000 en France, sont sorties de ces traitements, comme si c'était un point aveugle. Donc nous avons aussi les rôles de la neurobiologie et de la génétique, qui vont jusqu'à penser que les addictions sont une maladie héréditaire, et donc ce rôle conjugué de l'industrie pharmaceutique, donc qui prescrit les médicaments, et de la hiérarchie hospitalo-universitaire, crée une espèce de lobby. Et c'est très paradoxal d'ailleurs, parce que ces gens sont en général ceux qui dénoncent le lobby de l'alcool et du tabac. Or, on est bien placé pour savoir que à la fois l'industrie pharmaceutique et la hiérarchie hospitalo-universitaire forment un lobby largement comparable à la puissance des lobbies de l'alcool, même si en France, on a une solide tradition des alcooliques. Donc, pour moi, l'addictologie fait de la politique en prétendant faire de la science, et ça n'arrange absolument pas nos affaires d'identification à un comportement social qui aurait le mérite d'être légitime sur le plan des droits. Diapo suivante. Encore une fois, échec total du changement politique. On a une mise en index de plus en plus évidente des abuseurs de produits licites, et je pense que ce n'est pas illusoire de penser qu'un jour on aura des propositions de prohibition du tabac pur et simple. Il faut avoir tout à fait en tête qu'on est dans des civilisations qui ne renoncent pas à la prohibition tant qu'on est dans cette référence.
On a une montée du discours alarmiste sur les dangers du cannabis, et je veux stigmatiser personne, mais c'est vrai que c'est toujours prendre les choses du point de vue de l'offre, comme s'il y avait systématiquement des consommations qui sont délétères, qui sont toxiques. Or, on voit bien qu'avec l'exemple de l'alcool, et ça on l'a montré 100 000 fois, la grande majorité des usagers de cannabis sont des usagers qui consomment sans avoir de problème de toxicité. Et le problème, c'est qu'en plus, c'est souvent des jeunes, comme on le dit, et qu'à partir de ce moment-là, tous les discours de prévention qui ne tiennent pas compte de ça sont décrédibilisés. Alors, j'y reviendrai plus tard. Encore une fois, les autres usagers de drogue sont considérés comme des délinquants, c'est clair, mais comme des malades chroniques. Et ça, c'est une stigmatisation supplémentaire. Bon, la question des conducteurs, on vient d'en parler, mais on oublie toujours de dire que pour l'alcool, il y a une tolérance qui permet aux usagers dits récréatifs d'échapper normalement à la sanction. Bref, je ne vais pas être trop long puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Diapo suivante. En fait, il faut s'interroger sur la fonction politique de ce pharmacon-là, la drogue avec un grand B. Ce pharmacon qui est à l'origine même de la prohibition et qui nourrit le mythe de la logique de l'offre, qui mobilise des alibis compassionnels, je l'ai dit, les pauvres toxicomanes. Bon, ça permet d'avoir un petit peu d'empathie. Il n'y a aucun espace d'identification possible avec les pauvres toxicomanes, y compris de la part des usagers de drogue. D'ailleurs, il faut être très clair que tout ça contribue à conjuguer une culpabilité chronique de la part des gens qui consomment des drogues illicites. L'hypocrisie du plus grand nombre, parce que, effectivement, on l'a dit, les consommateurs hédonistes sont en général des gens qui sont favorisés socialement, mais qui constituent effectivement la grande majorité de cette demande de drogue illicite sur le marché. Et cette demande, elle va où? Effectivement, on l'a dit aussi, en banlieue, qui sont voués à traiter cette demande dans un Roland postcolonial, on l'a répété. Donc, je ne reviendrai pas sur l'absence d'identification liée à cette souffrance des toxicomanes. Diapo suivante. Alors, là, il est intéressant de s'interroger sur ce binôme toxicomane-dealer, parce que, vous venez d'en parler, madame, en général, on pense aux usagers de drogue quand on parle de la répression. Et cette répression qui s'abat sur les banlieues à l'heure actuelle, elle ne concerne plus les usagers de drogue, elle concerne les vendeurs. Parce qu'il y a une confusion quand on est dans cette image de la drogue avec un grand D, qui est le seul sujet agissant, c'est celui qui cautionne la prohibition, et le consommateur là-dedans, il est censé être un objet, et c'est à l'offre de drogue qu'il faut combattre par tous les moyens, absolument tous les moyens, puisqu'encore une fois, on est dans une question morale. Donc les questions de démocratie, on les écarte. Or, cette offre, elle est incarnée par une figure. Et cette figure, c'est la figure du dealer. Et à l'heure actuelle, si les prisons sont pleines de gens issus des banlieues, c'est en général parce qu'ils ont vendu, et pas parce qu'ils ont consommé. Donc on est dans une histoire où la question de la demande est systématiquement écartée, alors que c'est elle qui organise toute l'affaire, au profit de cette offre, qui est en fait un pharmacon, un boogeyman, dit Lytton Nadelman, qui a réussi à changer la politique aux États-Unis, une espèce de croque-mitaine qui permet de s'attaquer en fait aux minorités par le biais du deal. Et ça, on l'a démontré aux États-Unis de manière parfaite. Il y a une chercheuse qui s'appelle Michelle Alexander, et je vous conseille vivement de lire son livre qui a été traduit en français sous le titre « La couleur de l'impossible », qui explique exactement comment la communauté afro-américaine a été coincée dans cette figure racisée du dealer jusqu'à subir une incarcération de masse. Et je pense qu'on aurait tout intérêt à s'inspirer de cette affaire quand on regarde l'état de notre société française et des problèmes d'identité qu'on est en train de rencontrer. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je viens d'en parler, la figure du dealer, une figure racisée. À ma connaissance, on n'a jamais pu menotter aucune molécule. Par contre, effectivement, on sait ce que c'est que les supermarchés de la drogue. Et les habitants de ces quartiers, descendants de l'immigration africaine, il faut aussi dire les choses, hein, parce que cette immigration, elle est reconnaissable. Moi, j'en suis par exemple un exemple, et je suis reconnaissable par les policiers depuis que je suis enfant. Donc, et d'ailleurs, ça m'est encore arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, cette histoire de racisation
des quartiers qui sont censés être des supermarchés de la drogue est une vieille histoire. Elle date des années 80 avec la guerre contre l'héroïne, et aujourd'hui elle se poursuit avec la guerre contre le cannabis, voire secondairement contre la cocaïne. Et en plus, ses habitants subissent une guerre des gangs qui est un résultat direct de la nécessité de fournir cette demande exponentielle qui, elle, émane de l'ensemble de la société, encore une fois. Diapo suivante. Alors, moi, ce que je propose, c'est de changer de logiciel absolument. Et de revenir même aux prémices du débat, prémices qui avaient déjà eu lieu en 1916, la première loi qui a été prise pour pénaliser l'usage de drogue. À l'époque, c'était l'usage public qui était pénalisé seulement. Qui a valu cette adresse célèbre d'Antonin Artaud, qui disait « Monsieur le législateur, vous êtes un con ». Et pourquoi il est un con? Parce qu'il mettait le doigt sur le truc qui devrait choquer tout le monde. Cette interdiction, elle empiète sur aucune liberté d'autrui. Quand je consomme une drogue dans un espace privé en tant qu'adulte, en quoi j'empiète sur la liberté de quiconque? Cet argument est absolument inaudible depuis des années, et il ne revient seulement maintenant que parce que le grand méchant loup, les États-Unis, par le biais de ça, de ce débat-là, et du débat sur l'incarcération des masses, des Afro-Américains, pardon, a pensé qu'on peut faire une légalisation du cannabis. Actuellement, il y a 6 États qui ont légalisé le cannabis à des fins récréatives, et il y a 20 États qui ont légalisé le cannabis pour des problèmes thérapeutiques. Et c'est seulement maintenant qu'on peut reparler de ce qui était déjà énoncé en 1916, mais qui depuis est absolument inaudible. Diapo suivante. Alors, je vais dire des choses qui vont choquer. La drogue, c'est aussi une solution. Et oui, les drogues aussi, elles embellissent la vie, elles facilitent les contacts humains, elles sont des expériences émotionnelles enrichissantes, et elles sont insérées dans la plupart de nos structures de sociabilité, mariage, de caractère festif ou amoureux. C'est l'explication d'ailleurs de leur succès, parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi les gens continuent à en prendre si ça fait que du mal. Et au-delà d'ailleurs des fluctuations de la législation qui varient selon les époques, selon les substances et selon la géographie aussi, il faudrait le dire, parce que ce n'est pas les mêmes produits qui sont stigmatisés dans les mêmes civilisations. Donc c'est bien la demande et non pas l'offre qui structure ces marchés. Et c'est important de le comprendre si on veut résoudre les problèmes. Diapo suivante. Par contre, on a la prohibition comme problème. Encore une fois, nous ne nions pas, et nous n'avons jamais nié, puisque nous sommes bien placés pour le savoir, qu'il y a un certain nombre de consommations qui sont excessives, aliénantes, mais ces consommations sont en dehors de la sphère récréative qui est largement majoritaire en nombre. Encore une fois, comme pour l'alcool. Ce qui est fou, c'est que ça, ce raisonnement, il paraît évident, en France en tout cas, pour tous les gens qui consomment de l'alcool, et notamment du vin, mais qu'en matière de drogue, il a tant de mal à passer. On voit bien que c'est parce qu'il y a bien ce stigmate moral. L'ignorance où se trouve le consommateur de la tenue des molécules, effectivement, peut même entamer son pronostic vital. L'absence d'informations sur les techniques de conservation à moindre risque, je l'ai dit, c'est l'épidémie de sida avec le décret de 1972 sur les seringues. Donc tous ces facteurs de risque sont objectivement aggravés par la prohibition, quand ils n'en sont pas la conséquence directe. Diapo suivante, s'il vous plaît. Bon, alors les jeunes, c'est toujours l'argument. Les jeunes, effectivement, la criminalisation de l'usage, elle place les adolescents expérimentateurs, qui sont, en fait, c'est le moment où on s'intéresse aux drogues, l'adolescence. J'ai un fils de 16 ans, je sais exactement comment ça se passe, j'ai eu 16 ans moi-même. On est dans une proximité psychologique de ce fait, dès qu'on consomme une drogue illicite, y compris du cannabis, avec le monde de la délinquance. Et l'interdit enferme la parole des jeunes usagers dans ce monde clandestin, irrationnel. Il crée un gouffre avec les parents, donc un silence, y compris avec les éducateurs, on parlait tout à l'heure, et il laisse aux trafiquants le soin de choisir la qualité des produits. Diapo suivante. Donc, et je vais conclure là-dessus, encore une fois, c'est un débat compliqué, c'est un combat difficile, mais on ne le gagnera que si on sort par le combat moral, et non pas par les évidences sanitaires, hélas. Un combat moral qui nous mettra du côté de la liberté individuelle,
de la lutte contre le racisme et la discrimination et du côté de la protection de la jeunesse. Je vous remercie.